Écoutez, c'est assez émouvant d'intervenir à la fin de cette réunion. On a voulu, lorsqu'on a fait cette réunion, apporter une vision internationale de la philanthropie. On a voulu non seulement faire quelque chose qui vous permette de réfléchir sur les différents sujets, et surtout d'apporter des cas pratiques. Et je crois que là-dessus, c'est assez bien réussi parce que les variétés des choses que l'on a faites et que l'on a montrées étaient vraiment très, très importantes. Alors j'étais censé faire un papier qu'est-ce que la philanthropie en 2020 ? Comment sera la philanthropie en 2020 ? Vous imaginez bien que ceci nous amènerait à un exercice un peu genre boule de cristal, donc c'est quand même assez compliqué. Mais on peut... D'abord, on peut regarder un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et on voit que d'abord, c'est extrêmement stimulant pour des Français, puisque nous sommes assez jeunes dans la philanthropie, mais on voit qu'il y a un certain nombre de pays où ils sont assez jeunes dans la philanthropie. On voit bien que des dualités s'installent, qu'il existe une philanthropie plus traditionnelle comme la nôtre, une philanthropie plus tournée, du moins provenant de l'entreprise et directement arrivant de nouveaux modes de financement. Je crois que le souhait qu'on peut avoir, alors déjà aujourd'hui, on a bien compris qu'on était en train de passer, que l'évolution de la philanthropie, elle passe en fait, de l'émotion à la stratégie. Et ça, on reviendra là-dessus. On l'a bien vu, là, il y a toujours un moment émotif et puis d'émotion, et ensuite on commence à faire de la stratégie. Dans la table ronde précédente, le titre était Builders of the Future, bâtisseurs de l'avenir, bâtisseurs du futur. Je crois que véritablement, c'est une opportunité, c'est un challenge qu'on doit prendre. Alors, on est des bâtisseurs du futur, alors on n'est pas des bâtisseurs de l'ensemble des États, de l'ensemble des situations, etc., mais on est bâtisseurs d'un certain nombre de futurs. Et bâtir le futur, c'est croire en l'avenir, c'est croire en l'espoir et c'est croire en demain. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de mener un certain nombre d'actions, on est obligé de prendre des risques, on peut rater, et la dernière table ronde l'a dit, je crois qu'il ne faut pas hésiter à rater, si c'est pour rentrer dans des tracks absolument les mêmes que tout le monde, ou en tout cas qui n'apportent pas grand-chose, je crois qu'il faut être capable d'ouvrir des pistes en permanence, et ça, c'est un vrai challenge. Alors, j'ai regardé 6 points différents. Là, ils ne vont pas être trop longs parce que je suis entre la fin du meeting et vous, donc je vais essayer de raccourcir. Mais le premier point qui me paraît important, c'est rapprocher les donateurs des causes qu'ils soutiennent. On l'a vu, quand on est juste donateur, on est parfois un peu lointain. Quand on est investisseur, on peut être un peu lointain. Et en fait, on peut se tromper. On peut se tromper parce qu'on imagine que ça va être bien. Les derniers panélistes l'ont dit. On part sur quelque chose parce qu'on avait une idée. Ce matin, on l'a dit aussi. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Éric Derville l'a bien montré. Donc, il faut que l'on se rapproche des donateurs, rapprocher les donateurs des causes qu'ils soutiennent, des organisations qu'ils soutiennent aussi, parce qu'il faut comprendre qu'une organisation qui met en œuvre des projets, elle n'est pas juste un faiseur de programmes, elle est aussi un être pensant avec lequel il faut agir. C'est pour ça que réaliser une stratégie claire, comme on l'a dit, réaliser une stratégie claire, c'est extrêmement important, mais pour faire qu'elle soit claire et efficace, il faut vraiment qu'elle soit reliée aux besoins du terrain. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que pour avoir fait quand même avoir une petite expérience dans le sujet, combien de fois des choses ont été faites et on s'est aperçu que ça décalait. Et je répète, Éric Derville a donné quelques bons exemples. Donc ça, c'est très important. Donc rapprocher le terrain, les donateurs des causes, des occasions et du terrain. Je crois que... Alors là, c'est difficile parce qu'on parle d'international et de national, mais en France, on a un certain nombre de choses qui peuvent exister ailleurs. Mais Peter Franklin parlait de la taille. Je crois qu'il ne faut pas essayer d'être gros si on est petit. Je crois qu'il ne faut pas essayer de faire des petites choses si on est trop gros. Je crois qu'il faut vraiment s'adapter à ça. Et je crois que cette notion de fondation territoriale, fondations qui sont communautaires pour un certain nombre,
apportent un certain nombre de solutions, à condition que ces fondations communautaires s'inscrivent dans des espaces de terrain assez limités et qui répondent à un besoin qui vient du terrain. On a un certain nombre d'expériences à la Fondation de France sur des dynamiques territoriales, où on voit que des choses ont été créées sur un territoire, et ce territoire maintenant mérite d'être financé, de trouver des financements sur place, de les matcher pour augmenter les financements, et donc on peut avoir des succès là-dessus. La deuxième chose, c'est poursuivre le développement de la culture philanthropique. On l'a dit tout à l'heure, la France a été très en retard, et puis finalement on a rattrapé un peu de ce retard. Dans d'autres pays, ils sont plus en avance, sur des voies plus traditionnelles, certains beaucoup moins. Donc il faut poursuivre le développement de la culture de la philanthropie par des études, c'est la chaire de philanthropie, c'est l'Observatoire de la Fondation de France, par des portraits, montrer des philanthropes, les montrer à la population, montrer aux gens qui ne voient pas ça tous les jours, que les gens qui font sont des gens comme eux, comme tout le monde. C'est des gens qui sont mus par une envie de faire du bien et aider. Et je crois que ça, c'est d'autre part, c'est important. Et ce développement de la culture de la philanthropie, il doit passer aussi par la formation des jeunes. Il faut commencer très tôt à inculquer la philanthropie. Ça existe aux États-Unis, on le fait moins dans d'autres pays, on ne le fait pas du tout en France. Et là, pour ça, il a été créé par la Fondation Rothschild, l'école de la philanthropie qui s'adresse aux jeunes. Firoz Ladak est là, il a été en charge de ça. Et cette école de la philanthropie a besoin de se développer. Et donc, avec la Fondation de France, on a décidé, et on va faire un partenariat avec eux pour développer cette école de la philanthropie. Donc, vous voyez, on va pouvoir collaborer à faire que les enfants puissent avoir dans l'imaginaire que comment c'est la philanthropie, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que si finalement dans une classe on apprend la philanthropie, on apprend la vie avec son voisin, on apprend la vie pacifiée, si j'ose dire. Et ça peut aider dans les situations qu'on rencontre actuellement. Le développement de la culture de la philanthropie, ça vient d'être dit récemment, tout à l'heure, c'est aussi la professionnalisation des cadres et la professionnalisation du personnel. Pendant longtemps, beaucoup de gens ont considéré que la philanthropie, tout ça était bien sympathique, les associations, les fondations, d'ailleurs au point que les gens qui donnent de l'argent ne veulent pas payer pour l'organisation et le fonctionnement parce qu'ils pensent que les machines tournent toutes seules et que la valeur ajoutée qu'apportent les cadres de ces organisations. Donc, je pense que la professionnalisation est un enjeu essentiel parce qu'il y a des très bons managers d'entreprise, il y a des très bons managers d'industrie, il faut aussi des très bons managers dans nos organisations, c'est-à-dire des gens qui ont une vision assez particulière des choses parce qu'on ne produit pas des boulons, on produit du bien social, on produit quelque chose de particulier et donc il faut qu'on ait absolument deux cerveaux, l'un qui est un cerveau de management et l'autre qui est un cerveau humaniste. Troisièmement, on l'a dit tout à l'heure, une philanthropie qui n'est plus en silo, mais une philanthropie en réseau. Donc ça existe déjà, je n'invente rien, des réseaux, ils sont multiples, Laurence Denervaux l'a montré. Ils sont au niveau national, européen, international. On l'a vu, c'est un exercice difficile. Et il faut vraiment trouver l'échelle à laquelle le réseau fonctionne. Nous, on a créé le Centre français des fondations, l'European Foundation Center. On est à un certain nombre à parler ensemble. Et je crois que cette question du réseau, elle passe par des objectifs communs, des moyens en commun, et surtout, et fondamental, des gens qui se font confiance. Si vous avez confiance avec les gens avec lesquels vous travaillez, vous arriverez à bâtir des cathédrales et je crois que ça, c'est très important. Alors le réseau, il peut être utile dans un espace tout petit, il peut être tout petit, il peut être beaucoup plus grand et là, je vois, on est dans un réseau qui s'occupe des émigrés avec un certain nombre de fondations européennes, donc immédiatement l'échelle est plus grande. Mais cette question du réseau est absolument indispensable avec les difficultés qu'on a dit, notamment celles princeps, c'est-à-dire que quand vous êtes engagé
parce que vous avez voulu faire quelque chose, parce que vous êtes dans votre projet, vous êtes dans votre affaire, tout d'un coup on vous dit « ouais, mais le voisin il fait un peu pareil, et puis l'autre aussi, et alors comment on pourrait mélanger tout ça ?» Vous dites « ah ben non, c'est mon projet ». Donc ça nécessite, je crois que c'est pas grave, hein, ça nécessite des phases. Je crois qu'au début, on est comme ça, on est dans son affaire, et puis tout d'un coup, quand elle a maturé, quand on voit soi-même les limites dans lesquelles on s'aperçoit que là, il y a une source de progrès. Le point suivant, c'est pratique parce que je les ai mal numérotés, donc au lieu d'en avoir 6, il n'y en a que 5. Donc le point suivant, c'est la redevabilité. Alors cette question a été évoquée ce matin. Moi, c'est une question qui, je dois dire, me préoccupe énormément. La redevabilité. Auprès de qui est-on redevable de l'action que l'on mène? Je suis un fondateur, j'ai, allez, on ne va pas dire un trop gros chiffre, j'ai 1 milliard, je décide d'investir dans tel champ d'activité en pensant que ce que je fais, c'est absolument formidable. Le poids que j'apporte est quand même important, ça amène de l'argent dans la communauté, ça amène... Qui va me dire que c'est bien ou c'est pas bien? Si j'ai 20 milliards et que j'en ai 30, la question devient plus compliquée parce que vous êtes absolument immense dans le champ du terrain que vous occupez. Donc à ce moment-là, la question de la redevabilité devient importante. Et si vous avez 2 fondations qui ont 30 milliards chacune, qui veulent investir sur le même champ et qui ont des axes stratégiques totalement différents, comment on vit avec ça? C'est quelque chose qui me paraît fondamental. Alors évidemment, nous ici en France, on ne se rend pas très bien compte parce que les budgets qu'on a sont assez petits pour pas entraîner une dérégulation mondiale généralisée. Mais il y a d'autres fondations qui sont plus grandes. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui arrivent maintenant en donnant des possibilités à des opérateurs d'utiliser beaucoup d'argent. Et donc, cette question de la redevabilité, très honnêtement, je ne sais pas la traiter. Comme c'était une question qu'on me posait pour le futur, je la garde pour le futur, mais gardez-la présente à l'esprit. C'est une question qui va nous revenir en boomerang un jour ou l'autre. Comment est-ce que je suis un démiurge? Est-ce que je suis un messie? Est-ce que je décide de tout pour la moitié du monde parce que j'ai une puissance financière qui recouvre les PIB de 25 États? Si quelqu'un sait répondre à cette question, je serais content de l'entendre. En tout cas, c'est une question qui est quand même assez problématique. Ensuite, pour avancer, on voit que la philanthropie change. Elle change énormément. Elle passe elle fait des allers-retours entre le giving and investing, entre le donner et l'investir. C'est 2 choses différentes, c'est 2 aspects différents d'une philanthropie qui est déjà beaucoup plus mature que celle qu'on connaît en France. On voit bien qu'arrive la notion d'impact investing, venture philanthropie, le social business, on en a parlé maintenant. D'ailleurs, je vous annonce que, on m'a glissé ça, donc je vous le dis, la réunion de l'EPVA, a lieu le 3 et 4 novembre 2016 à Paris. Donc, il faut absolument vous intéresser à ça, parce que c'est tout à fait important. Donc, ces questions d'impact investing, pour les Français, ça devient un sujet un tout petit peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, la philanthropie, elle est soutenue par la fiscalité. La fiscalité, elle est basée sur un certain nombre de textes que vous connaissez, donc le Code général des impôts, 200, 238 bis. Et donc, on a créé, à travers le temps, un flou sur ce qu'on peut aider, pas aider. Il y a quelques années, quand je suis arrivé à la Fondation de France, il y a 25 ans, on aidait les chômeurs créateurs d'entreprises. On créait comment ça s'appelait, les entreprises d'insertion, et ça posait aucun problème à personne. Aujourd'hui, c'est devenu un problème parce que ce n'est plus du caritatif, c'est du économique. Donc aujourd'hui, il y a des notions nouvelles qui sont apparues. La loi de l'économie sociale et solidaire a créé l'utilité sociale. On a l'utilité publique. On a la partie qui est aussi défiscalisée. Donc, on voit que ces notions d'intérêt général aussi commencent à se regrouper. Donc, ils se recoupent et créent une zone franchement
difficile entre ce qui est philanthropique au sens fiscal du terme, ce qui est économique au sens économique du terme, et quelque chose qui est dans le social business, qui est de social impact bonds, social investment, retour sur investissement. Et là, il y aura manifestement besoin dans les années à venir, et probablement assez rapidement, d'une clarification fiscale sur ce sujet. Cette zone grise au milieu ne sera probablement pas réduite totalement, mais elle crée un inconfort, parce qu'en fait, on est sur une idée idiote. On est sur l'idée que toute cette défiscalisation et tout ce système, il est basé sur la notion d'intérêt général. Mais sur la notion d'intérêt général qui a été créée au moment où on a fait les textes. Aujourd'hui, l'intérêt général, c'est plus les gueules cassées, c'est plus les invalides de guerre, c'est plus un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'intérêt général, qu'est-ce que c'est ? C'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est toutes sortes de choses qui ne sont pas dans les textes aujourd'hui, alors qu'on considère pour chacun que c'est de l'intérêt général. Donc cette question est une question assez profonde qu'il faudra certainement, pour laquelle il faudra se battre pour le futur. Voilà les quelques réflexions que je voulais faire. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est la réunion d'aujourd'hui. C'est une réunion absolument qui a été pour moi absolument enthousiasmante. On a vu des gens qui ont eu la gentillesse de venir du monde entier pour expliquer ce qu'ils font à nous qui n'avions pas l'habitude ni ne connaissions pas ce qui se fait à l'étranger, dans des États qui sont parfois dans des situations plus difficiles que les nôtres et pour lesquels on voit que des investisseurs, on voit que des gens qui sont engagés individuellement font changer les choses. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est une nouvelle formidable. Alors on a beaucoup parlé de technique, on a beaucoup parlé de tuyauterie, on a beaucoup parlé d'investissement, de fonds d'investissement, de façon de faire. Mais je crois qu'il y a une chose à laquelle il faut être toujours attaché, qui est celle qui nous porte. C'est celle qui nous porte. Les tuyauteries, on les verra après. Je crois qu'il faut être principalement proche des femmes, des enfants, des hommes qui chaque jour se trouvent dans des situations extraordinairement difficiles. Je crois qu'il faut qu'on continue à avoir ça présent à l'esprit. Chaque jour est une bataille. C'est une bataille pour réduire les fractures, pour lutter contre les exclusions, pour faire de nos engagements des lieux de lien social, des lieux de cohésion sociale. Et c'est vraiment le rôle de la philanthropie qu'on a aujourd'hui. Je crois qu'il n'est pas de meilleur réducteur de la fracture sociale, de cette difficulté que l'on rencontre, mais dans de nombreux pays. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis hier, mais on voit ce qui s'est passé en Autriche, on voit ce qui se passe dans différents pays. Je crois que la réponse à l'extrémisme, la réponse à la haine de l'autre, la réponse à toutes ces horreurs qui sont faites aujourd'hui, je crois que c'est véritablement recréer ce dialogue entre les hommes, recréer le fait de donner un espoir pour demain qui ne soit pas des espoirs absolument fous. Luc Ferry disait aujourd'hui personne ne s'engage pour les maoïstes, pour les communistes, etc. Mais il y en a quand même qui s'engagent pour Daesh. Donc ça prouve qu'il y a quand même une faille dans le dispositif. Et que ça, c'est un boulot de tous les jours, un boulot extrêmement compliqué, mais dont le fond essentiel est celui de l'altérité, celui de l'autrui, celui de la bataille pour être ensemble et pour vivre ensemble. Donc c'est un petit peu à tout ça que je vous amène, et c'est pour ça que j'indiquais que ces batailles, on les commence très jeunes, et je suis très confiant dans l'école de la philanthropie, je suis confiant dans tous les projets qui sont mis à l'école pour faire vivre les mômes ensemble, pour leur montrer qu'ils peuvent réaliser des choses ensemble. Et par-delà tout, et on nous l'a expliqué tout à l'heure pour l'Afrique, l'Afrique a son avenir à travers les jeunes qui doivent représenter 50 à 60% des gens qui ont moins de 20 ans sont en Afrique. Mais c'est pareil pour nous, des générations perdues, et puis des générations perdues chez les Syriens, où il y a des gens qui n'ont pas été à l'école pendant 5 ans déjà, des enfants. Donc ces femmes, ces enfants, tous ces gens-là, il faut être auprès d'eux, et après, ayant cet objectif en tête, on va pouvoir avancer. Je crois que notre objectif, c'est, si la philanthropie donne du bonheur, je crois qu'elle donne du bonheur, surtout parce qu'on donne du bonheur aux autres, et on en reçoit donc beaucoup. Je crois qu'il faut éviter les ghettos, il faut éviter toutes les façons de reléguer les gens.
Donc, au terme de cette réunion, je voudrais remercier tous ceux qui ont permis à cette réunion de se faire. Merci à Dominique Rousset qui a animé tout à fait brillamment cette... Puis comme on a fait de l'exercice tout à l'heure, je vais vous faire un petit exercice, ça va vous faire du bien, parce que là, on commence à être un peu... Donc, d'abord, je vais remercier aussi les panélistes, dans un bon français, bien sûr, Peter Franklin, qui nous a ouvert avec beaucoup de perspectives et beaucoup de structuration de la philanthropie, Sissi Massiwa, Patrick Gouy, Vidrachan, Denis Oliven, Luc Véry, Mark Sainsbury, Yves Derville, Maurice Chéniaud, Patrick Vivarnik, Dominique Lemaître, Laurence Denervaux, qui ont été les organisateurs, plus un certain nombre de mes collaborateurs qui ont passé beaucoup de temps à faire ça et qui croient dans le métier qu'on fait, qui sont très enthousiastes. Donc avant de partir boire un verre en bas, puisqu'on a toujours des verres quand on est en France, on boit toujours, je voudrais vous demander de vous lever et non seulement de les applaudir, mais de vous applaudir vous-même, parce que vous êtes tous des philanthropes, vous êtes tous des acteurs de la philanthropie. Je pense qu'une autocongratulation et un applaudissement pour nos panélistes sera quelque chose de formidable. Voilà. Donc je vous remercie. Voilà, comme vous le savez, c'est ma dernière réunion puisque je quitte la Fondation de France et je suis extrêmement fier d'avoir pu participer avec vous tous, de recevoir la qualité des témoignages que l'on a eus par nos collègues africains, américains, anglais, argentins, maliens, et toutes ces personnes qui sont venues de partout. Vous savez, c'est un gros effort de venir parler dans des endroits où on ne sait pas ce qui va se passer. Je vous remercie, un verre vous attend, et vivez heureux, vivez philanthrope.